Mon ancien parti n'est ni trop à droite, ni trop à gauche, il est trop incohérent. Je me souviens d'une époque où on avait promis le Karcher, on n'a pas branché le tuyau. Gaullisme. Laurent Wauquiez est qu'un épiphénomène. Éric Zemmour, c'est l'assurance vie, l'assurance survie de Macron. Écoutez, si j'ai une soirée à perdre, j'irai voir ce que ça donne, mais ça va être organisé par les maires. Vous voulez qu'on lui remercie, qu'on lui lèche les babouches pour avoir pris son téléphone? Bonjour Thierry, il y a quand même beaucoup de perles, je ne sais pas laquelle je préfère, mais j'aime bien les babouches quand même. J'aime bien les babouches. Comment vas-tu? As-tu passé une bonne semaine? Ah bah écoute, je suis en campagne électorale puisque je te rappelle que dans dimanche, eh bien, il y aura une élection législative à Paris puisque le député de la circonscription du centre de Paris a été annulé. Et comme j'ai la bonne ou mauvaise idée d'habiter à cet endroit, on m'a désigné volontaire pour être candidat. Mais c'est intéressant de refaire un peu les marchés. Et surtout, ce que je constate, c'est que on est beaucoup mieux accueillis qu'avant. Voilà, franchement, il y a, par exemple, si je te parle du marché qui est à Maubert ou à Monge, d'habitude, on se faisait insulter par une personne sur 10. Là, hier, je ne me suis pas fait insulter. Donc, ou d'un coup, ils ne m'ont pas reconnu, ou ils n'ont pas vu que les tracts, c'était le Rassemblement national, ou peut-être que les Français commencent à réfléchir un peu mieux, y compris dans ces quartiers qui sont un peu bobos. Ah mais moi je pense véritablement que le Rassemblement national... Alors, ceci dit, je vais te taquiner un petit peu en renonçant à certains principes ou certaines volontés politiques qui faisaient ce qu'était le Rassemblement national, c'est, je dirais, mis dans le paysage de manière tout à fait acceptable pour la grande majorité des Français. Hein, voilà, donc tu vois, je te fais un compliment, mais en même temps une petite pique. Oui, mais si tu veux, c'est toute la question en politique. Est-ce qu'on fait de la politique pour se faire plaisir ou est-ce qu'on la fait pour gagner et essayer de changer les choses? Voilà. Il y a des moments où il vaut mieux faire de petites concessions. J'ai bien dit de petites concessions, pas pour moi, par exemple, donner tous les pouvoirs à l'Union européenne, c'est pas une petite concession. Et pouvoir appliquer l'essentiel de son programme, ou alors rester droit dans ses bottes, faire aucune concession et se dire toute sa vie, on a fait 5%. Je pense qu'en politique, on est là pour faire, si possible, changer les choses dans le sens qu'on souhaite. Donc, par moment, je ne dis pas il ne faut pas se vautrer par terre, mais par moment, il faut aussi, je pense, un peu s'adapter. Voilà. Alors, aujourd'hui, justement, on s'adapte, c'est le terme, on est mercredi, vous le voyez, normalement Thierry, Mariani 360, pardon, c'est le mardi soir, on a eu, du fait de ton emploi du temps, justement, à l'Union européenne, un changement, ce qui me permet d'introduire aussi le fait que Claude Janvier rejoigne les équipes de Divergence Politique et il sera à partir du 1er octobre tous les mercredis soirs sur notre chaîne. Et ben d'ailleurs, le 1er octobre, il viendra nous raconter son retour du Donbass. Il était en Ukraine, sur le front. Il a visité Donetsk, il a visité Mariupol. Je peux vous dire qu'on a vu les vidéos, on a vu les photos. Contrairement aux experts de la LCI, lui était véritablement très clairement sur le terrain. Il viendra vous raconter tout. Donc, notez bien ça dans votre agenda. Mercredi 1er octobre, Claude Janvier viendra faire sa première. Ça s'appellera l'émission 100% janvier. Thierry, nous, en tout cas, on est sur Mariani 360. Alors, aujourd'hui, tu as souhaité que nous parlions un petit peu de Le Cornu. Il vient juste d'arriver à Matignon, notre ami Le Cornu. Quelle est véritablement sa... Zut, c'est Le Cornu que je veux, c'est pas l'image. Je suis un peu perdu, on découvre des nouveaux boutons sur ce plateau. Voilà, là tu as Le Cornu, c'est celui-là. Voilà, là j'ai Le Cornu, j'ai plus d'autres vignettes. Est-ce que tu penses qu'il a véritablement une chance de durer dans le temps? Est-ce qu'il y a une chance, à ton avis, de faire quoi que ce soit? Ou finalement, est-ce que c'est pour Macron un coup pour mieux sauter? Alors d'abord, la semaine dernière, si tu te souviens, on disait mais qui sera le prochain Premier ministre? Puisqu'on savait déjà que Bayrou allait forcément tomber. Et donc, mes pronostics n'étaient pas mauvais, mais soyons honnêtes, ils n'étaient pas difficiles non plus. Le Cornu, je le citais comme grand favori. Pourquoi? Parce que c'est le fidèle parmi les fidèles, celui qui a toujours servi Emmanuel Macron. Et finalement, on a un président de la République
qui, de désaveu en désaveu, se replie sur son dernier carré. C'est-à-dire que normalement, quand on a des désaveux aussi fréquents, on essaie d'ouvrir sa majorité. Lui, c'est l'inverse. Bientôt, si ça se continue, bientôt la prochaine Premier ministre, ça sera Brigitte, parce qu'on ne sait plus qui lui restera dans ses fidèles. Et donc, les Français disent qu'ils en ont assez. Et qui nous choisit? Eh bien, il nous choisit quelqu'un qui est ministre avec lui depuis 2017, c'est-à-dire depuis sa première élection. Donc, première remarque, c'est quand même un bras d'honneur extraordinaire à tous les Français. Parce qu'en réalité, le départ de Bayrou, c'est quoi? C'est les Français et leurs députés qui disent il faut changer de politique. Eh bien non, il reprend le même. Alors, Le Cornu, qui c'est? Est-ce que je l'ai connu? Oui, je l'ai connu à l'époque au Républicain. Soyons honnêtes, je ne l'ai pas connu intimement et j'allais dire longuement. Mais il y a quand même des choses qui se distinguent dans sa carrière. J'ai envie de dire que c'est un excellent serviteur et qu'il est très fidèle à lui-même. Pourquoi je dis ça? Il faut regarder, il y a un excellent portrait de lui dans la revue Faits et Arguments qui rappelle un certain nombre de choses. D'abord, je le rappelle quand même, il était directeur adjoint de la campagne de François Fillon. Directeur adjoint de la campagne de François Fillon. Moi, j'avoue que ça me le rendrait plutôt sympathique, sauf que il a été l'un des premiers à quitter le navire quand ça a mal tourné. Et il y a une photo célèbre qui circule où on voit Monsieur Le Cornu, Monsieur Le Maire, Monsieur Solaire et tous ceux qui finalement, pendant la campagne, ont décidé de quitter François Fillon pour rejoindre, pour en réalité faire le jeu de Macron. Ben j'oubliais, Monsieur Darmanin, pardon. Monsieur Darmanin, je cherchais quel était le dernier de la bande. Excusez-moi, je suis à Bruxelles et ça ne vous surprendra pas, il commence à faire froid et il pleut. Voilà, et donc en réalité, j'ai des doutes, c'est un euphémisme, sur ses convictions profondes. Je pense que c'est quelqu'un qui a l'échine souple et qui est capable de s'adapter à tout le monde et d'être un courtisan zélé quand il sent son intérêt. Alors, je le disais d'abord, c'est quelqu'un qui, moi, je ne pardonne pas, personnellement, a trahi François Fillon alors qu'il était directeur adjoint de campagne. Directeur adjoint de campagne. Voilà. J'ai trouvé que la fin de la campagne de François Fillon était difficile, c'est le moins qu'on puisse dire, que François avait fait des erreurs, mais on ne quitte pas le navire quand il est en train de couler, surtout, pardonnez-moi, quand on est un responsable de la campagne. Deuxième point que je mets en avant, il a été, tout le monde l'oublie, secrétaire d'État de Monsieur Hulot. Et quelle était l'une de ses missions, qu'il a d'ailleurs accomplie avec zèle? Eh bien, c'était de fermer la centrale nucléaire de Fessenheim. Voilà, c'est-à-dire qu'il va nous expliquer bientôt qu'il faut relancer le nucléaire, etc. Il a dans son bilan la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. Il a aussi été exclu des Républicains en novembre 2017. C'est intéressant la date. Il a été exclu des Républicains en novembre 2017 parce que ça illustre parfaitement les hésitations des Républicains qui ont fait que j'ai quitté ce parti. C'est-à-dire quand, juste après l'élection de Macron, qui, si ma mémoire est bonne, est au mois de mai, des personnages comme Monsieur Le Maire, Monsieur Darmanin, Monsieur Le Cornu rentrent dans le gouvernement, leur exclusion n'a pas été prise. Les Républicains ont dit « Ah ben, c'est pas bien, mais on peut peut-être l'accepter, on va voir comment, etc. » À l'époque, j'étais au bureau national des Républicains. Et je me souviens qu'à chaque réunion, cette question était soulevée par certains, Nadine Morano, moi-même ou d'autres, en disant « Mais qu'est-ce qu'on attend pour exclure ceux qui sont devenus ministres dans le gouvernement de M. Macron ?» Nos électeurs, nos militants ne comprenaient rien. Et finalement, on appelait les Républicains en marche. Alors, ouais. Oui, mais et finalement, il a été exclu en novembre. Et je me permets de poser une question. Pourquoi en novembre et pas avant? Eh bien, avant novembre, il y a en général septembre et octobre. Jusque-là, je n'ai pas pris trop de risques. Sauf qu'en septembre et octobre de cette année-là, il y avait des
sénatoriale. Et en réalité, les Républicains, qui se présentent comme un parti qui est attaché à défendre la France, pendant toute cette période entre les présidentielles et le mois de novembre, où enfin on a pris la décision de les exclure, chaque fois qu'un certain nombre d'entre nous disaient on ne peut pas continuer comme ça, ils brouillent l'image du parti, ils sont passés chez l'ennemi, on avait immédiatement on nous disait on ne peut pas les exclure. On ne peut pas les exclure parce que ça va gêner Gérard. Oui, vous comprenez, Gérard doit être réélu à son poste. C'est très important. C'est un poste catégoriquement qu'on ne peut pas perdre. Et donc, il faut accepter ce sacrifice pour Gérard. Gérard, c'était Gérard Larcher, qui était président du Sénat et qui l'est toujours de manière inamovible. Voilà. Et c'est-à-dire que à cette époque, en réalité, aujourd'hui, à l'époque, ce n'était pas public, mais on a tout sacrifié pour garder un poste de président du Sénat pour M. Gérard Larcher. Et alors en novembre, comme Gérard avait gardé son poste, comme les sénatoriales étaient passées, comme on n'avait pas effrayé le grand électeur qui hésitait, hop, on a pu enfin les exclure. Je rappelle cet épisode parce que ça en dit long sur ce que sont devenus les Républicains. Thierry, excuse-moi de dire, la cuisine est bonne au Sénat, donc on ne pouvait quand même pas décemment en priver Gérard Larcher. Ça n'aurait pas été très sympa. C'est surtout que le poste de président du Sénat est peut-être le deuxième poste dans la hiérarchie de l'État après le président de la République, c'est la Constitution. Mais pardonnez-moi, dans le fonctionnement normal de la Constitution, quand le président de la République est en vie, c'est un poste honorifique, mais en réalité qui n'a pas une réelle utilité. Je veux dire, l'efficacité du président du Sénat, je rappelle qu'elle est réduite puisque le Sénat, en réalité, il peut voter ce qu'il veut, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Et dernier point sur lequel je voudrais insister, alors pour l'anecdote, il était très proche de Benalla, mais ça, ce serait malhonnête de dire qu'il en était responsable. Ils étaient tous les deux dans la même unité de réserve dans la gendarmerie, ce qui est plutôt, soyons honnêtes, positif, parce que je trouve que des élus qui participent à la réserve dans la gendarmerie ou dans l'armée, je dis bravo. Il est tombé avec Benalla. Écoutez, c'est un pur hasard, ça, il faut pas. Mais c'est quand même pour l'anecdote, c'est assez intéressant. Et qui lui aurait visiblement sauvé la vie. On a une vidéo interview de Lecornu qui explique que dans une course-poursuite contre visiblement des bandits très dangereux, Benalla aurait sauvé la vie de Lecornu en évitant un impact qui aurait pu être fatal à l'actuel Premier ministre français. Voilà. Donc, il y a vraiment une grande reconnaissance de la part de Lecornu à Benalla, ce qui veut peut-être aussi tout dire. Écoute, j'ignorais cet événement, mais si effectivement Benalla lui a sauvé la vie. Ah oui, je te retrouverai l'interview, je t'enverrai. Non, mais, et dernier point, je cite là aussi encore l'excellent fait et argument qui est une lettre d'information, qui reprend les propos, et j'arrêterai là, de M. Lecornu, qui dit le moment qui m'a fait basculer, c'est quand Laurent Wauquiez a invoqué le grand remplacement culturel et cette droite de Trocadéro, je ne pouvais pas partager ces valeurs. Voilà, dit par quelqu'un qui fut le directeur adjoint de la campagne de Fillon, ça me montre quand même qu'il a une forte capacité d'adaptation. Voilà. Alors, est-ce qu'il va réussir ou pas ? Eh bien, écoutez, j'avais dit la semaine dernière qu'il avait de fortes chances d'être choisi comme Premier ministre. Je vais prendre un risque. Et tu t'en souviendras au mois de décembre. Je dis PPH, passera pas l'hiver. Passera pas l'hiver parce que le coup de on gagne du temps, on nous l'a déjà fait au Rassemblement national, on l'a fait aussi à la gauche qui s'est fait avoir avec le conclave sur les retraites. Donc je pense que les gens attendent des choses sérieuses. Quelles sont ces deux premières mesures annoncées ? Le rétablissement des 2 jours fériés. Très franchement, ça n'a pas été trop dur puisque n'importe comment, la suppression n'avait jamais été votée. Donc bravo d'avoir rétabli quelque chose qui avait toujours existé, heureusement.
Et puis, deuxièmement, pardonnez-moi, mais c'est le comble de la démagogie, la suppression des avantages pour les anciens ministres. Alors, je le dis tout de suite, j'y suis favorable. J'y suis favorable, mais il faut quand même démystifier ce que c'est. Quels sont les anciens ministres qui ont un avantage? En général, ce sont les ministres régaliens, c'est-à-dire intérieur, défense, affaires étrangères et justice, et le Premier ministre et le président de la République. Voilà, ce sont les 6 postes de la République où, sauf exception, on a droit à quelques avantages après. Je passe ma vie à répéter en tant qu'ancien ministre des Transports il y a 10 ans qu'il n'y a pas de retraite de ministre, qu'il n'y a pas d'avantage quand on a à vie, quand on a été ancien ministre en dehors de ses fonctions. C'est même, j'ai envie de vous dire, pire, parce que le jour où vous n'êtes plus Premier ministre, enfin le jour où vous n'êtes plus ministre, quelle que soit votre fonction, on vous serre la main et on vous dit au revoir. Vous n'avez même pas de prime de départ ou quoi que ce soit. Je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais j'en ai marre d'entendre dire qu'on a des avantages à vie. À quoi, quand on est ministre, comment ça se passe pour la retraite? Je le dis et je le répète à tous tes auditeurs, depuis plus de 20 ans, l'État cotise, quand on est ministre, à notre caisse d'origine. C'est-à-dire, si on est par exemple député européen, député français ou sénateur, eh bien ça veut dire que l'État, pendant le temps où on est ministre, cotise à la caisse des députés européens, comme si on était toujours député européen. Si on est, et si on n'est pas dans ce cadre-là, l'État cotise pour le montant du salaire, qui, je le répète en ce moment, est aux alentours de 7005, cotise à l'IRCANTEC. L'IRCANTEC, c'est quoi? C'est la caisse des salariés de la fonction publique, d'État ou locale, pour les non-titulaires. Voilà. Donc, en réalité, il n'y a aucun avantage exorbitant. Alors pour les 5 ministres, pour les 5 ou 6 postes de ministres et de présidents que j'ai nommés, oui, il y a un chauffeur normalement pendant à vie ou pendant une longue période. Oui, il y a un secrétariat et oui, il y a un service de protection. Est-ce qu'il faut le limiter dans le temps? La réponse est oui. Voilà. Est-ce qu'il faut le limiter dans le temps? Mais après, vous avez des ministres aussi qui ont eu une action. Je vais prendre l'exemple d'un ministre socialiste, Cazeneuve. Je peux pas, voilà, qui a quand même eu pendant la période d'attentats terroristes une action assez énergique, eh bien qu'il faille le protéger un peu plus longtemps que d'autres qui ont eu un mandat, j'allais dire, plus serein, ça me semble logique. Voilà. Mais ça regroupe que quelques personnes. Donc dire effectivement que les avantages que j'évoquais, voiture, protection, se soient limités à 3 ans après la fin du mandat, ok, ça me semble logique. Pour les anciens présidents, on peut discuter de s'il faut limiter leurs moyens, mais soyons honnêtes, c'est assez marginal. Et de mémoire, je sais, ce serait facile à compter, François Hollande, Nicolas Sarkozy, et je crois, je cherche, est-ce qu'il y a un autre président, un ancien président en vie? Non, voilà, 2. Donc, c'est pas ce qui ruine l'État. Par contre, je prendrais M. Lecornu au sérieux s'il limite le budget de la présidence de la République. Allez, le budget de la présidence de la République. Alors, tous les effets d'annonce qu'il a sur les anciens ministres, soyons clairs, ça va approcher 1 million d'économies. 1 million d'économies, on cherche 40 milliards d'économies. Donc, c'est 0, je crois, j'ai entendu d'une télé, 0,02%. Mais c'est sûr que dans les chaumières, on dit quel courage, etc. Par contre… Thierry, il faut vraiment qu'on finisse sur Lecornu. On est déjà à 19 minutes. Alors, 19 minutes, alors j'abrège très vite. S'il a vraiment la volonté de faire des économies, eh bien, qu'il fasse des économies sur le budget de la présidence de la République. Je ne fais pas une proposition révolutionnaire. Je dis simplement qu'on le ramène au budget de 2017. On économisera 20 millions. Parce qu'en réalité, entre 2017, où il était aux alentours de 105 millions, et le budget d'aujourd'hui, qui est aux alentours de 125 millions, ben fait ton compte, il a augmenté de 20%. Voilà, je pense que si M. Macron voyage un tout petit peu moins et utilise WhatsApp, on fera des économies. Allez, oui, par contre, Macron, je pense qu'il nous coûtera cher en protection à son départ. Thierry, on finit donc ce sujet sur notre ami Lecornu, dont
tu pronostiques qu'il ne passera pas l'hiver. Écoute, on ne s'était pas concerté, mais j'ai le même avis que toi, puisque j'en ai parlé vendredi soir chez Xavier Moreau dans son émission sur RT en français. J'ai dit jusqu'à décembre. Donc voilà. On est d'accord. Passons maintenant au deuxième sujet que tu as voulu traiter. Alors là, on va essayer d'être un peu plus concis pour respecter le J'ai compris. Von der Leyen, incursion de drone. Donc ça a été un prétexte de drone russe contre son avion lors d'un déplacement. Ça a été un prétexte justement pour faire monter la tension, une tension que l'on voit aujourd'hui en Europe extrêmement vive. On ne va pas rentrer dans le sujet de la Pologne, mais les Polonais là sont vent debout contre la Russie. Von der Leyen également qui en même temps fait face à une motion de censure qui est déposée d'ailleurs par votre groupe à Bruxelles. Est-ce que cette motion de censure a une chance d'aboutir? Est-ce qu'il y a un petit peu d'opposition à l'impératrice? Moi, une fois dans une émission, j'avais qualifié de Palpatine, de la Palpatine de Bruxelles. Voilà, l'impératrice von der Leyen, est-ce qu'il y a une opposition aujourd'hui qui est en train de se former? Est-ce qu'elle tremble? Malheureusement, non. Soyons honnêtes. Notre groupe a déposé une résolution. On est le 3e groupe. J'ai le nez qui me démange. Attention que certains n'en tirent pas des conclusions hâtives. C'est pas mon style. Mais voilà, j'ai le nez, je me suis mouché. Non, est-ce qu'elle risque d'être renversée? La réponse, malheureusement, c'est non. Soyons clairs. Pourquoi on dépose une motion de censure? Parce que ça oblige aussi les autres à se prononcer. Vous savez, le groupe, par exemple, qui rassemble les Républicains, passe son temps à dire « Mon Dieu, l'Europe nous amène dans un mur. Mon Dieu, la négociation sur les droits de douane est une catastrophe. Mon Dieu, rien ne va. » Et hop, à chaque fois, ils refusent de la sanctionner. Donc, c'est simplement un révélateur. Voilà. Petit à petit, on verra si on gagne quelques voix. Mais allez, si notre motion de censure rassemblée aux alentours de 160, 170 voix, ce serait j'allais dire un score normal, mais elle ne sera pas renversée. Pourquoi elle n'est pas renversée? Parce que tout simplement, le PPE, c'est-à-dire les droites européennes, et le Parti socialiste, qui sont ensemble, la soutiennent coûte que coûte. Voilà. Et donc, à chaque fois, ils râlent. On a eu une commission, par exemple, commerce international, après la fixation des droits de douane, où on s'est couché devant les États-Unis, où d'abord, ni Madame von der Leyen, ni le commissaire qui était chargé de négocier ça sont venus. J'allais dire quelle lâcheté. Ils ont envoyé une fonctionnaire de l'Union européenne qui a participé aux négociations, qui s'est fait secouer. Mais bon, c'est un lampiste, enfin c'est une lampiste. Elle n'est pas responsable politiquement. Et par contre, tout ce qui est droite et gauche qui soutiennent Mme von der Leyen, là, s'en sont donnés à cœur joie. C'est pas normal, c'est pas acceptable. Mais vous verrez que la motion de censure, dans 3 semaines, puisqu'elle sera présentée à Strasbourg, ils ne la voteront pas. Ensuite, sur les incidents que vous avez mentionnés. D'abord, il n'y a eu aucun ciblage de l'avion de Mme von der Leyen. Là aussi, c'est flagrant le nombre de conneries qu'on entend dans les médias. Premier point, il n'y a pas eu de ciblage de l'avion de Mme von der Leyen. Il y a tout simplement des zones frontalières qui sont brouillées en permanence des deux côtés. Parce qu'il est évident que si les Russes brouillent, notamment pour les drones, etc., une partie de l'espace aérien, les pays voisins font de même. Donc en réalité, elle a été prise dans une zone où traditionnellement l'espace aérien subit des brouillages. Voilà, point. Mais ça lui a permis de se victimiser. Bientôt, il faudra presque la décorer parce qu'elle a survécu à une épreuve que tous les avions dans cette zone rencontrent désormais fréquemment. Deuxièmement, sur les drones en Ukraine, en Pologne ou le drone en Roumanie, qui les a réellement envoyés? Franchement, si c'était les Russes, je pense que ce serait une erreur de leur part. Voilà. Mais qui a réellement fait ça? Et après, il y a plusieurs possibilités. Est-ce que ça peut être d'abord une erreur, vous le savez, de direction? Ça peut être ensuite des drones brouillés par les Ukrainiens et qui s'égarent sur le territoire d'un autre État. Voilà, ce qui compte d'abord, c'est que, 1, il n'y a pas eu de victimes, 2, il n'y a pas eu de dégâts matériels. Simplement, ça permet, côté occidental. Dégâts matériels, si, quand même, puisqu'on a appris hier soir, un missile
lancé par un F-16, donc qui était censé intervenir sur l'un de ces fameux drones russes, a explosé une maison. En fait, le missile n'a pas touché en fait le drone et a explosé une maison. Alors heureusement sans faire de mort, ceci étant, mais voilà. Je ne le savais pas, mais bon, il n'y a pas de gros dégâts matériels, il n'y a pas de victimes, ce qui est l'essentiel. Voilà, malheureusement, on sait très bien qu'en période de conflit, il y a ce qu'on appelle des victimes des fois par tyrannie, et il y a aussi des fois des erreurs et des bavures. On a eu l'exemple avec l'avion d'Azerbaïdjan Airlines qui avait été descendu par erreur par la DCA russe à Grozny. Voilà, ça mérite des excuses, ça mérite d'essayer de tout faire pour pas renouveler l'incident, mais ça arrive au bon moment pour faire monter la tension. C'est tout ce que je constate. Et aujourd'hui, tout est bon en France pour faire monter la tension. Je me suis réveillé en écoutant une radio nationale d'État ce matin et j'ai appris qu'il y avait des manœuvres exceptionnelles des Russes en ce moment, les manœuvres qui s'appelaient Zapad, et que ça montrait leur agressivité et que vous n'avez jamais vu autant de choses. Tous ceux qui suivent un peu la région savent que les Zapad, c'est, si ma mémoire est bonne, tous les 3 ans ou tous les 5 ans. Bon, enfin bref, ce sont des manœuvres régulières qui ont lieu en Bélarussie notamment depuis toujours. Voilà. Et en plus, c'est pas, j'ai appris qu'il y avait même des observateurs américains qui avaient été acceptés. Voilà. Donc ce serait quand même voilà, mais ça permet de faire monter la tension. Alors il y a un drone qui est arrivé en Roumanie, il y en a une dizaine qui sont arrivés en Pologne. Macron a envoyé 2 avions, quel homme, et puis les Zapad montrent que tout ça va s'amplifier. Non, moi ce que je crains. Mais alors quel but, justement Thierry, quel but, pourquoi jouer la peur? Qu'est-ce que l'on camoufle derrière cette peur, ou qu'est-ce que l'on essaye de faire que les gens ne regardent pas? Je pense qu'en Europe, il y a des dirigeants qui sont responsables. Je pense par exemple aux Allemands qui ne tiennent pas forcément à envoyer des troupes. Mais je pense aussi que quand on regarde l'attitude britannique et l'attitude française, c'est-à-dire en réalité du président de la République Macron et du Premier ministre Steinmeier, on s'aperçoit que de ces deux côtés, on remet, si je puis dire, une pièce dans le jukebox pour que les tensions continuent. Voilà, moi je fais partie de ceux qui pensent que M. Macron, au fond de lui, rêve d'envoyer des troupes. Voilà. Je me souviens d'un article du Monde qui est facile à retrouver. C'était il y a 1 an où M. Macron, c'est le journaliste qui raconte, et un verre de whisky à la main au bord de la cheminée à l'Élysée, et dit devant ses invités, je cite les mots, parce que j'en suis sûr, il faudra bien qu'un jour, j'envoie des mecs à Odessa. Je pense que des mecs, ce n'était pas forcément des acteurs de cinéma. Donc, tout le monde a compris ce que ça veut dire. Et puis, je vous rappelle la fameuse couverture du page du Parisien où il rentre en train de Kiev. Il y a une immense carte et on le voit tel chef d'état-major déplaçant ses troupes sur la carte. Et il dit, de toute façon, si on veut compter, il faut qu'il y ait des troupes au sol. Voilà. Et donc, la pensée de M. Macron, qui tous les jours dépasse des records d'impopularité, est-ce que M. Macron, au fond de lui, ne rêve pas à une présence militaire plus forte des Français et des Britanniques sur le terrain en Ukraine et le plus rapidement possible? Je le pense. Je le pense. Voilà. Je rajoute que d'ailleurs, le président de la République française et monsieur le Premier ministre britannique ont un point commun, c'est que tous les deux sont à des summums d'impopularité. Heureusement, il y a des pays responsables en Europe. Je voyais hier un ministre italien qui disait « on n'est déjà pas en état d'assurer notre propre défense ». Et on sait que les Allemands, qui savent un peu ce que peut représenter une guerre parce qu'eux sont plus près de la frontière russe, sont très prudents sur le sujet. Donc voilà, je sais qu'une guerre, ça permet entre autres de reporter des élections, comme dirait M. Zelensky. Je sais qu'aussi ça permet par moment de resserrer les liens autour du président qui représente la nation en danger et qu'il faut soutenir. Voilà, je pense que… C'est 2 projets passionnants, ça, finalement, pour Emmanuel Macron, ce que tu dis. Je ne veux pas l'accuser d'avoir ses arrière-pensées, mais je ne peux pas les écarter aussi.
Voilà. Ne, Et donc, ne le souhaitons pas, ceci étant pour la France, voilà. parce que je pense qu'on aura une déconvenue. Clôturons ce sujet de von der Leyen, de l'Europe et effectivement de la guerre. Je fais une toute petite parenthèse, Thierry, par rapport à ce que tu disais des sondages d'impopularité. Je vais te parler des sondages de popularité. C'est un sondage IFOP fiducial Sud Radio qui vient de paraître, qui nous informe. Alors là, attention, c'est un peu Retour vers le futur 4. Voilà, c'est le nouveau film. Les meilleures opinions politiques en France sont visiblement numéro 1, Édouard Philippe, ça fait mal au cœur. Numéro 2, Dominique de Villepin, alors là, ça fait très mal au cœur aussi. Et numéro 3, bon, là, je dirais pas de mal parce que tu connais mon affection, mes yeux doux, Nicolas Sarkozy. Dans tous les cas, quoi qu'il en soit, ça fait pas rêver beaucoup pour la politique, hein, quand même. Est-ce que tu veux dire un petit commentaire sur ce sondage avant qu'on passe au dernier thème? Ça prouve deux choses. Qu'en politique, les Français ont par moments la mémoire courte, premièrement. Et deuxièmement, qu'il y a une sorte de nostalgie permanente. C'était mieux avant. Voilà. Après, c'est presque rassurant pour tous les politiques parce qu'on se dit que si on en prend plein la gueule aujourd'hui, on sera bien plus populaire après. Voilà. Mais voilà, c'est pas tout ça, excusez-moi, me semble pas très sérieux. Et puis en plus, je me méfie de ces sondages où on pose des questions aux Français qui se posent pas. Tu sais, je veux dire, il y aura des élections. Bon, demandez si Édouard Balladur est très populaire aujourd'hui. Je lui souhaite une bonne retraite longue. Mais franchement, ce n'est pas une question qui se posent les Français. Attention, on pourrait demander… Édouard Philippe, oui, je pense, se pose la question, véritablement. Oui, Édouard Philippe, je suis d'accord. Édouard Philippe, il va donc la poser aux Français. Oui, mais bon, enfin, c'est pas… Ah, Édouard Philippe, il ne faut jamais enterrer, il est toujours en activité, il a toujours des ambitions. Je ne l'enterre pas parce que des fois, les Français ont des choix surprenants. Mais franchement… Monsieur Macron a montré qu'en réalité, tout son bilan depuis son arrivée en 2017 n'est qu'une succession d'échecs. On prend finalement son ministre le plus ancien pour en faire un Premier ministre et les Français prendraient son Premier ministre qui a géré la crise du Covid de manière hallucinante comme président de la République. Mon Dieu, que ce serait effrayant. Je reprends ton mot. D'ailleurs, tu disais c'était mieux avant. Et ben, pour Édouard Philippe, c'était ni mieux avant et ce sera pas mieux dans le futur. Si futur il devait malheureusement y avoir. Dernière petite info, justement, je reviens par rapport à ce qu'on avait dialogué la semaine dernière. En fin d'émission, on avait parlé du fils Sarkozy qui se présentait à Menton. Je t'ai envoyé une vidéo exceptionnelle réalisée. C'est un portrait de Paris Match sur Louis Sarkozy. J'encourage tout le monde à aller visionner cette vidéo qui est d'une platitude et d'une nullité absolue. Et alors, si vous ne saviez pas pour quelle raison voter justement pour ta collègue du Rassemblement National à Menton, et bien là, en regardant la vidéo, je pense que vous aurez toutes les bonnes raisons de faire le bon choix. Et visiblement, ce ne sera pas Louis Sarkozy le bon choix en tout état de cause. Thierry, allez, dernier thème, parce que là, on est très en retard. Bon, enfin, on profite un petit peu de ta présence. Tu as souhaité qu'on parle de la Serbie, de la Slovaquie, de la Géorgie, de la Moldavie, ces nouvelles tentatives de déstabilisation de l'Europe. Voilà. Est-ce que l'Union européenne est un organisme de déstabilisation? Oui, si vous ne pensez pas la même chose que l'Union européenne. Oui, si vous obéissez pas à Bruxelles. C'est-à-dire que pour tous ces États, ce qu'on voudrait, c'est qu'après avoir obéi à Moscou pendant 50 ans, ils obéissent à Bruxelles immédiatement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Très rapidement, l'Union européenne a une bombe atomique. Vous ne le savez pas, mais c'est une bombe atomique juridique. Qu'est-ce que c'est? C'est la fameuse expression « l'état de droit ». Alors, l'état de droit, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le fait, c'est défini dans les articles comme l'ensemble des valeurs de l'Union européenne. Si ma mémoire est bonne, c'est l'article 2, et qui dit tout simplement que les États dans l'Union européenne doivent respecter les valeurs de l'Union européenne. Mais après, excusez-moi, démerdez-vous pour savoir ce qu'on met dans les valeurs de l'Union européenne. Voilà. Et en réalité, pourquoi je dis que c'est la bombe atomique? Parce que ça permet à l'Union européenne de justifier tout pour les États qui en sont membres et pour les États qui sont candidats. Pour les États qui en sont membres, regardez ce qui s'est passé pour la Pologne, regardez ce qui se passe aujourd'hui pour la Hongrie, regardez ce qui se passe aujourd'hui pour la Slovaquie.
ces 3 États, à un moment donné pour la Pologne, puisque désormais le gouvernement, malheureusement, a changé et le Premier ministre, c'est M. Tusk, qui est pro-européen à 2000%, ou pour la Slovaquie et la Hongrie, qui ont des gouvernements qui défendent avant tout leur État, eh bien, l'Union européenne s'acharne sur ces gouvernements en disant « Ah oui, mais vous ne respectez pas l'état de droit. Vous avez réformé telle chose, vous avez réformé telle chose. Et donc, comme vous ne respectez pas l'état de droit, hop, je vous bloque les subventions que vous devez toucher. » Alors, pourquoi ça touche ces pays? Parce que ces pays sont des pays qui reçoivent plus que ce qu'ils donnent. Ce genre de chantage, je le dis par avance, ce serait plus délicat sur la France. Parce que nous, si on nous dit on ne vous rend pas ce que vous avez droit, ce n'est pas compliqué, il suffit qu'on ne paye plus notre contribution dans une épreuve de force, et dans ce cas-là, on est gagnant. Mais pour ces pays-là, l'état de droit est invoqué à toutes les sauces. Exemple, à un moment, en Pologne, ils avaient voulu changer les juges constitutionnels parce que les juges constitutionnels étaient nommés à vie. Je vous rappelle qu'en France, c'est 9 ans, là-bas, c'était à vie. Et on avait même des juges conditionnels qui dataient quasiment de l'époque soviétique. Et donc, le gouvernement, à l'époque, du PiS, avait changé la composition du Conseil constitutionnel. Et ça a été un tollé en disant, oui, mais vous ne respectez pas l'état de droit. Et ça permet à l'Union européenne de se mêler de tout. C'est la même chose si vous êtes candidat à l'Union européenne, c'est-à-dire pour la Serbie, où en réalité, M. Vučić, qui est le Premier ministre, a commis un péché impardonnable, comme d'ailleurs M. Fico, qui est le chef de gouvernement de la Slovaquie, mais un péché que vous ne pouvez pas imaginer. Il est allé à Moscou pour le défilé du 8 mai. Et ça, franchement, pour l'Union européenne, ou plutôt le défilé du 9 mai, pardon, pour l'Union européenne, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Et donc, depuis, cette Union européenne se déchaîne contre la Slovaquie et la Serbie en essayant par tous les moyens. Ah, on a perdu Thierry. Allez, Thierry, on est de retour. C'est le brouillage von der Leyen. Toi aussi, on a essayé de te faire atterrir. Voilà, tu as été coupé. Le Parlement européen, je pense, n'aime pas du tout les propos que tu as tenus. Alors, écoute, j'ai réussi à atterrir. Non, mais en conclusion, cette Union européenne est une machine à ingérence chez tous ceux qui ne partagent pas leur idée. On pourra parler de la Moldavie la prochaine fois, mais voilà, que ce soit en Serbie, en Géorgie, en Slovaquie ou en Hongrie, dès que les gouvernements n'obéissent pas à Mme von der Leyen, premièrement, on coupe le relais des subventions. Deuxièmement, on vote des résolutions contre eux pour les déstabiliser. Cette Union européenne ne respecte pas la démocratie dans les pays. Eh bien, je te remercie beaucoup. Voilà, en plus, il coupe les téléphones portables. Donc, avec ça, c'est pas du beau. Thierry, on était dans cette deuxième émission, von der Leyen et Le Cornu, France, la mise à mort. C'était le titre de l'émission. Vous nous retrouvez toutes les semaines sur Divergence, donc tous les mardis soirs dans Mariani 360. Tous les mercredis à partir du 1er octobre avec 100% janvier, tous les jeudis soirs avec un autre regard par Nicolas Mirkovic, et puis enfin tous les dimanches soirs, Fabrice Orlin, Xavier Moreau dans Divergence. À toutes et à tous, au revoir, comme dirait notre ancien président. Et Thierry, bonne semaine, bon travail au Parlement européen. Merci, au revoir.